vendredi à tous et bienvenue à cet autre épisode de Sur la route de l'horreur, le podcast. Ça va bien, les gars? Oui, ça va bien. Ça va bien. Écoutez, ça va super bien parce que cette semaine, on a un invité que j'ai vraiment hâte de discuter avec lui parce que c'est le réalisateur des très populaires films Carmina 1 et 2 et plein d'autres films qu'on va pouvoir jaser avec lui dans à peu près une dizaine de minutes parce qu'avant, on va prendre le temps pour parler de qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière semaine côté horreur parce que c'est important de partager nos histoires d'horreur. Yes. Salut les zombies, c'est moi. Salut les zombies. Les zombies est parmi vous. Alors, avant de commencer, évidemment, je vous propose de ouvrir votre oui, c'est vrai. bière. Hein? C'est vrai, notre petite bière, les bières philosophales qui sont nos partenaires. Il faut parce que on a la gorge sèche dès le départ, le stress, etc. Parce que franchement, notre invité ce soir, en plus, c'est quelque chose, hein, c'est quelqu'un. Donc, moi, ça me fait stresser du coup. Au moins, ça va peut-être te calmer. Allez, c'est bon, les gars, on y va. Merci. Merci beaucoup, les hommes blancs. Fait que, écoute, Martin, durant que je me coule ma petite bière dans ma tasse Frisson TV, vas-y, parle-nous de ta semaine. Hey, écoute, tu sais, on est des gros fans d'horreur, on écoute des films très régulièrement, et puis, il y a une chose que j'adore faire avec la nouvelle technologie, c'est de regarder des vieux films en 1080. Puis là, je pense à Jasmin qui rit de nous parce que moi, j'ai pas le 4K, je m'excuse. Mais c'est le fun de regarder un film dans un format qui est flambant neuf. Puis, ça me fait penser à Vinegar Syndrome. J'ai ouvert le box set de Amityville qu'ils ont fait et c'est incroyable la qualité d'image et de son qu'il y a là-dedans. Et je me rappelle quand j'ai vu les vieux Amityville, j'étais pas super impressionné, sauf avec Amityville 1992. Puis tout ça pour dire que Vinegar Syndrome est vraiment un des T'étais pas impressionné par Amityville, toi? Ouais. Moi, le premier, je l'ai quasiment vu au cinéma. J'ai encore des marques sur moi. Ouais, mais toi, t'as 67 ans, c'est normal. J'aime bien 1992 Amityville. C'est un de mes favoris, en fait, parce que c'est vraiment quirky. Mais tout ça pour dire que Vinegar Syndrome fait vraiment partie des grands distributeurs des remastering et tout qu'il y a en ce moment. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Vinegar Syndrome, allez voir leur sélection. C'est surtout des noms qu'on ne connaît pas beaucoup et des films qu'on n'a pas vus souvent. Mais ça vaut la peine parce qu'ils sont forts sur la qualité puis sur les extras. Comme Scream Factory d'ailleurs. C'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que Martin, tu sais pourquoi il s'appelle Vinegar Syndrome? Non, je ne le sais pas. Non? C'est en fait, si je ne m'abuse, c'est l'odeur de la vieille pellicule restaurée. Écoute, je pense que je suis en train de dire des niaiseries, mais il faudrait vraiment que j'aille voir sur Internet. Complètement n'importe quoi, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait, c'est quand la pellicule, elle est abandonnée dans un coin, qu'elle est à moitié en train de fondre. Eh ben oui, il y a quand même une histoire d'odeur, mais ça s'appelle... Je commençais à penser que Steve avait le syndrome du vinaigre. C'est dégueulasse. mais tu vois, c'est ça. Mais j'irai lire la description exactement, là, mais bon. Donc merci. oui, merci à toi, Martin. J'ai toujours mon coffret d'Amityville que je n'ai pas déballé encore, que j'avais pris à Frightmare Fall, je pense en même temps que toi, il y a 2 ans. Exact. Ouais. J'allais dire il y a 1 an parce qu'on a comme skippé une année, mais il y a 2 ans. Donc voilà. Oui, vas-y toi, mon Jasmin, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, histoire courte, en décembre dernier, j'ai décidé de faire un cadeau à ma douce et de lui acheter une édition spéciale de Shaun of the Dead. Étant tous les deux là, des grands fans de ce film britannique-là, on ne pouvait pas passer à côté de l'occasion là, d'avoir une édition si belle. Des mois ont passé, évidemment, on l'a pratiquement oublié. Eh bien, ce matin, mesdames et messieurs, ça cogne à la porte et
je suis vraiment un homme heureux de cette merveilleuse édition de Shaun of the Dead. Laisse tomber, c'est ta femme qui est heureuse. Je savais que t'as pas dire ça. C'est en fait la compagnie, c'est la compagnie Everything Blue de la Grande-Bretagne qui ont fait cette édition-là. Édition 4K. On a le film, on a des extras, ça vient avec des livres, ça vient avec même je travaille maintenant pour la compagnie, puis je m'appelle Sean, et jusqu'à une belle plume rouge. Alors, évidemment, avec la fameuse quote « You've got red on you ». Alors, c'est sûr que je ne pouvais pas passer à côté de cette édition-là. Je pense que c'est une des éditions les plus belles qu'on a dans notre collection. Puis je suis vraiment content d'être un des heureux parce qu'il a réussi à mettre la main dessus. C'est une édition de seulement 850 et nous, l'édition est 717. Alors, j'ai même une belle carte qui vient avec, numérotée. Alors, c'était mon coup de cœur de la semaine, les boys. J'ai une question pour toi, par exemple, Jazz. Vas-y. Toi, est-ce que tu es le genre à écouter les extras d'une édition spéciale? J'essaie de le faire de plus en plus. C'est certain que c'est pas toujours évident. Le temps peut nous manquer un peu. Je vais me concentrer surtout sur le film, mais surtout quand c'est un film qui m'intéresse énormément, je vais prendre le temps de regarder comment que le making of, comment que certaines scènes ont été faites. Des fois, c'est des deleted scenes, des outtakes. Alors moi, je trouve que ça vaut quand même la peine de bon, c'est bon, arrête, on sait que tu as une belle édition. En plus, elle n'est même pas à toi, de toute façon, donc arrête. T'es juste jaloux. Mais Martin, tu parlais rapidement des extras sur les DVD. J'aimerais tellement ça qu'il y ait un channel TV que ça soit que du making-of de films. Ça s'en vient tranquillement, pas vite. Pas juste l'horreur. Je regarde Shudder, eux autres, ils ont commencé justement à montrer un petit peu plus d'extra de making-of puis tout. C'est le fun parce que c'est vrai, comme tu dis, tu sais, ça serait le fun qu'il y en ait sur les plateformes de streaming. Beaucoup de documentaires aussi, mais oui, comme tu dis, Martin, Shudder, mais même la plateforme d'Arrow, je me suis abonné il n'y a pas longtemps, puis c'est une plateforme qui offre aussi, là, lorsqu'un film a bien des extras, ils vont les mettre sur la plateforme. Alors, c'est quelque chose à découvrir avec le temps. Vraiment intéressant. Ben, moi, de mon côté, moi j'ai reçu trois films qui sont pas des éditions spéciales comme toi, mais qui sont plus des suites. Donc, j'ai reçu le super Ghoulies 4 et Howling Cat que je me suis pris. Puis ça, c'est à cause de vous autres, parce que vous avez tous regardé Ghoulies 3 il y a une semaine, puis quand j'ai vu ça, j'ai été sur Internet, puis j'ai vu ça pas trop cher. Fait que j'ai reçu ça. J'ai reçu la version Scream Factory de Pumpkinhead. Ah oui, tellement bonne. Je n'avais pas la Scream Factory, puis elle m'a coûté comme 9$, puis elle est encore emballée. Fait que j'étais comme. Et j'ai reçu ce film que je n'ai pas vu encore, qui est Underworld Blood Wars. Non, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi, avec ça, Underworld? J'ai commencé à. Donc c'est ça, mais écoute, j'ai pas pu m'en empêcher parce que j'ai tous les autres films de la série, donc il fallait que j'aille ça là. Ça va être nul, pareil. Ça va être un bon film à regarder avec les enfants. Donc, avec les enfants, oui. C'est de la merde. OK. Donc, écoute, c'était notre petite table. Elzamblar, à place de faire, de dire des conneries de tantôt, est-ce que tu pourrais, interruptions sans cesse. Ouais. Est-ce que tu pourrais amener, s'il te plaît, la raison pourquoi on est ici, notre invité de la semaine, je parle bien de Gabriel Pelletier, s'il vous plaît. Salut, Gabriel. Hey, bonjour, Gabriel. Ça va bien? Salut, la gang. Oui, ça va très bien, vous autres? Oui, ça très va bien. Super bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça nous fait chaud au cœur d'avoir un réalisateur d'un film culte, en fait, qui est Carmina. Et en plus, je pense que tu as... Et tu es président des réalisateurs du Québec. Est-ce que c'est cela? Ou oui, je suis devenu un homme sérieux avec le temps. Là. je représente les réalisateurs et les réalisatrices du Québec.
Oh, cool. Ça doit pas être super évident avec la COVID et tout pour la réalisation. Ben écoute, je te dirais qu'on est assez chanceux parce qu'on a trouvé des méthodes de tournage. Je sais pas si vous avez vu des fois dans des making-of ou quoi que ce soit, mais on utilise des plexiglas. Les acteurs ont le droit de se rapprocher pendant 15 minutes pendant la journée. Sinon, c'est les masques et tout, mais je veux dire, ça marche, on continue à tourner. Il y en a des pires que nous autres, en fait. Les artistes de la scène, Ben les oui, musiciens. les masques, ça marche bien, Ben regarde. oui, exactement, tu vois. Alors, le masque est à la mode. Bon, mais tout le monde avait peur, en fait, qu'il y ait vraiment une pause, là, côté autant série télé que cinéma, quoi que ce soit. Fait que c'est le fun que les gens ont pu trouver une façon de tourner parce qu'on a besoin de ce divertissement-là Ben oui, sans cesse. Sinon, ben oui. En plus, on est tous pris chez nous le soir, donc on veut regarder quelque chose. Ouais. Écoute, Gabriel, j'aimerais ça qu'on rentre directement dans le sujet de Carmina parce que c'est un film culte que tout le monde connaît. J'aimerais ça savoir comment que ce projet-là s'est enclenché, comment ça a commencé, parce que quand c'est fait dans les années 90, les films de genre, c'était pas super, ça doit avoir été pas la assez bienvenue. Non, on peut dire que j'étais un peu un pionnier. Mais écoute, c'est un hasard, je veux dire, c'est un beau hasard dans le sens que moi, je suis allé à l'université en Californie, puis dans une école de cinéma là, qui s'appelle USC, et une école mythique là, où est-ce qu'il y a eu Lucas et Spielberg et autres ticlins du cinéma. Mais c'est ça. Puis j'avais pris un cours de cinéma d'horreur, donc j'avais vu un paquet de classiques de cinéma d'horreur. Puis écoute, j'avoue que moi, j'étais un snob à l'époque. Tu sais, je me voyais comme Ingmar Bergman. Puis j'ai vraiment découvert ça, le cinéma d'horreur, parce que c'est un cinéma de contestation, en fait. Parce que, tu sais, dans le cinéma mainstream, c'est toujours les happy ends, puis tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais dans le cinéma d'horreur, il y a quelque chose de contestataire, c'est-à-dire que ça va mal, c'est toujours une société qui est en déroute, puis ça m'attirait, mon côté révolutionnaire. Mais bref, j'étais revenu à Montréal après mon cours, puis j'étais en vacances en Guadeloupe, puis je reçois un téléphone, j'étais en train de lire Lestat le vampire, je ne sais pas si vous avez lu ça, là, Interview with the Vampire. J'étais en train de lire ça, là, tu sais, genre à la beach, puis là, c'était le soir, puis tout à coup, le téléphone sonne, puis c'était la productrice Nicole Robert qui m'appelle. Elle dit « Salut, on se connaît pas, tout ça. » Elle dit « J'ai un scénario à te proposer, puis c'est une histoire de vampire. » Fait que là, j'ai fait comme ça se peut pas, tu sais, avec mon T'es en train de me dire, toi, que la productrice t'a appelé pour faire un film juste de même? Oui, ben écoute, elle avait vu mon travail en télé ou tu sais, elle avait entendu parler de moi, puis mais je veux dire, le hasard a fait que j'étais en train de lire Lestat le vampire, puis on m'offre un film de vampire. Un signe. Oui, c'est un signe. C'est ça. Les étoiles s'alignaient. Fait que. Alors, c'est ça. Dans le fond, c'est une proposition, mais j'avoue que le scénario, quand je l'ai lu, j'étais bien excité quand elle m'a parlé de ça. Là, le pitch était très bon. Mais oui, c'est ça. Et ouais. Et quand je suis revenu à Montréal, j'étais moins enthousiaste quand j'ai lu le scénario. C'était un petit peu trop naïf et tout ça. Puis tu vois, on voit Yves Pelletier, le film se voulait comique, mais c'était pas encore le cas. Puis moi, j'étais un grand fan de Yves Pelletier dans RBO et je l'ai appelé pour coécrire avec moi. Et ça a donné ça. Ça a donné... moi, je veux te dire, si ça te dérange pas, Steve, je veux te dire, Carmina fait vraiment partie de mon top 3 des meilleures comédies québécoises. Ben, ça me fait plaisir, merci. Juste le langage que les vampires utilisent,
Je l'ai écouté et réécouté juste pour être certain que je manquais absolument rien dans ce qu'il disait parce que tout avait une signification, puis j'adorais. Bravo avec ça. Oui, ben ça, écoute. Moi aussi, j'ai adoré, c'était débile. Mais écoute, c'est ça, le Transsylvain, ça, c'est une trouvaille de Yves, c'est entièrement lui. On l'a écrit à deux. On s'est séparé les scènes, mais le Transsylvain, ça, c'est du Yves Pelletier typique, là. Écoute, moi, je lisais ça, j'étais crampé, là. C'était extraordinaire. Puis, tu sais, il faut l'écouter puis le réécouter, comme tu dis, parce que ça passe tellement vite, surtout au début du film, là. Tu sais. Alors, c'est le fun pour ça, parce que tu as des choses à découvrir à chaque fois. Parce que, dans le fond, tu dis que tu es revenu à Montréal, fait que la première version du scénario, tu n'étais pas vraiment satisfait, fait que tu l'as réécrit avec Yves. Est-ce que c'est ça que tu dis? Oui, mais en fait, l'idée était extraordinaire. C'est Anne Burke qui avait écrit une première version, mais c'était pas une scénariste, c'était plus une productrice. Puis elle avait eu vraiment une belle idée. C'est vraiment son concept, l'idée d'une vampire en fait qui se sauve de son fiancé terrible, là, puis qui s'en vient à Montréal et qui se transforme en humaine. Donc, elle avait inversé, dans le fond, le mythe du vampire, parce que d'habitude, c'est des humains qui se transforment en vampires. Donc, c'est vraiment son concept, mais c'était pas une scénariste. Puis, je veux dire, l'humour, c'est difficile aussi à écrire. Alors, moi, j'ai amené le côté classique du cinéma d'horreur. Quoique j'ai des scènes d'humour aussi là, que j'ai écrites, mais Yves a amené vraiment la comédie, puis les deux, l'aspect romantique. Donc, ça a été un travail d'équipe. Tout est vraiment bien réussi dans ce film-là. Je veux dire, le maquillage, les acteurs sont extraordinaires, les décors, je veux dire, c'est pas, quand je regarde ça, c'est pas un petit film, là. Ça a l'air d'un film qui a été... C'était un film compliqué. C'était bien compliqué. Écoute, je pense que si on avait su à quoi on s'attaquait, on ne l'aurait probablement pas fait, on se serait découragé. Le maquillage, ça prenait comme 2 heures par personne pour faire le maquillage. Qu'est-ce qu'on vivait tous les jours sur le plateau, c'était où sont mes ongles? Parce que, tu sais, on leur collait des ongles à peu près longs de même. Puis, tu sais, ils pouvaient toucher à rien. À un moment donné, tu sais, ils accrochaient quelque chose. Tout le monde était à 4 pattes à chercher des ongles. Il fallait les recoller. Les verres de contact dans les yeux. Yves Pelletier était parano de se faire jouer dans les yeux. Il fallait poser des verres de contact. Il ne voulait rien savoir qu'on s'approche de ses yeux au début. Là, j'ai trouvé un truc, au début, on est allé chez un optométriste pour qu'il pose ça, puis il faisait ça sur mesure. On a fait faire des verres de contact de différentes couleurs pour tous les personnages. OK. Puis écoute, ça ne marchait pas, Yves, il ne voulait rien savoir. Puis finalement, j'ai trouvé le truc, j'ai engagé une super belle blonde optométriste. OK, là, je vais dire quelque chose de très sexiste, là, mais mettons qu'elle était équipée pour veiller tard, et ça a marché. Finalement, on avait sa poseuse de verre de contact attitrée là, sur le plateau. Là. Fait que, mais c'était compliqué. Les décors, tout ça. Mais en même temps, c'est un défi pour tout le monde. On a construit les décors. Écoute, le château, on a construit ça dans un entrepôt à Montréal qui fonctionnait encore. Il y avait des lifts, des forklifts qui se promenaient puis ils venaient prendre les murs en arrière, c'était des boîtes accumulées. Puis, on a construit des décors là-dedans parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir des vrais studios. Alors, c'était une aventure pour tout le monde, mais tout le monde a relevé le défi. D'ailleurs, le film a gagné des prix pour maquillage, décor, costume, tout ça, ça a été... Tout est bien réussi. En tout cas, bravo encore. Puis le film est extrêmement difficile à se procurer. Moi, j'ai Carmina 2, j'ai le 2 en DVD, mais le film, moi, je suis dans les groupes d'horreur, et s'il y a quelqu'un qui vend Carmina 1 en DVD, c'est minimum 60-75$ tout le temps. Non, mais là, tu peux l'avoir parce que, en fait,
il y a une nouvelle copie qui a été faite par Elephant. Donc, tu peux le voir. Je ne sais pas si tu peux avoir une copie. En fait, je pense que tu peux l'avoir en streaming là, par Elephant. Et la copie est super. Elle est meilleure que l'original. C'est-à-dire qu'il y a des détails dans les... C'est vrai. Il y a des détails dans les costumes ou les décors qu'on ne voyait pas à l'origine parce que c'était sur film. Puis c'était très sombre. Puis aujourd'hui, avec la technologie qu'on a en vidéo, tu peux vraiment éclairer certains aspects de l'image, des coins. Et il y a des choses qu'on voit mieux qu'à l'origine. Les restaurations vidéo, c'est ce qui font en sorte aussi, comme Martin disait tantôt avec Vinegar Syndrome, des compagnies qui sont capables de reprendre des vieilles pellicules qui sont dans des greniers depuis X nombre de temps, puis ils réussissent à dénicher un film que personne n'a vu depuis 20-30 ans. Puis de savoir que Carmina a eu un peu le même traitement, si on veut. Oui, c'est extraordinaire. Ça donne une deuxième vie. Puis vous autres qui êtes des fans d'horreur puis qui allez chercher justement des vieux films, c'est extraordinaire. C'est des trésors que tu peux déterrer puis que tu peux redécouvrir. Là. Hey, Jas, t'avais pas des questions, toi, à poser? Ben oui, je pense que c'est le temps des questions en rafale de Jas. On prend une petite pause de Carmina. Je veux qu'on reparle de Carmina après, mais Jas, on va te laisser poser tes petites questions en rafale. C'est tout le temps un petit exercice qui est super le fun. Excellent. Alors, comme Steve mentionnait tantôt, les questions, ça va être vraiment assez basic. Puis tu réponds la première chose qui te vient en tête. Il y en a quelques-uns que je vais te donner soit un choix de réponse. Fait que tu vas avec ce qui te vient le plus vite. Ma première question, préférais-tu te faire mordre par un vampire ou par un zombie? Vampire, définitivement vampire. Cool. Beaucoup plus sensuel. Oui, effectivement. As-tu déjà essayé de dire Bloody Mary ou Candyman devant le miroir? Non, j'ai jamais essayé. Je vais essayer ça ce soir. Excellent. Tu m'en donneras des nouvelles. On va peut-être avoir la dernière entrevue de Gabriel Pessin. Oui, c'est ça. C'est dangereux, oui. C'est ça, je me disais. Il doit y avoir un truc là-dedans. Selon toi, combien de temps penses-tu que tu survivrais dans un film d'horreur? Mais j'ai quand même une certaine expérience. Fait que ça, c'est vrai, par exemple. Je pourrais toffer, je serais peut-être d'un dernier. Peut-être pas le dernier, mais tu sais, c'est ça. Cool. Je serais chien que les autres, tu sais, peut-être que... T'en parles celui qui court en avant. C'est ça, je les enfarge, puis je les envoie se faire manger avant moi. Tu serais très, très bon dans l'occupation double. Oui. Ça, c'est de la télévision d'horreur. Oui, exactement. Quel film t'as le plus effrayé quand t'étais plus jeune? Je te dirais The Shining. The Shining. Quel animal t'effraie le plus dans l'horreur? Quel animal? Ah, ben, le loup-garou. Ouais. American Werewolf in London. Yes. Excellent film. Ton sous-genre de film d'horreur préféré? Sous-genre, ben, j'en ai deux. J'aime les films de fantômes, de là, de Shining, mais j'aime les films de vampires aussi. Pour le côté sensuel, pas nécessairement comédie, là, mais il y a quelque chose de très romantique qu'on a exagéré dans Carmina, mais... Je suis curieux, c'est quel ton film de vampire favori? Écoute, moi j'ai aimé beaucoup le Dracula de Coppola. Oui, Bram Stoker's Dracula. Mais tu sais, je me suis inspiré du Vampire de Murnau, des classiques. Alors, oui. Cool. Je te dirais que Coppola avait je suis vraiment d'accord avec ça. Effectivement. Il a mis la barre. On te donne le choix de vivre dans une maison hantée ou d'avoir en ta possession une poupée maudite. Lequel choisis-tu? Ça, ouais, c'est dur. Je pense la maison hantée. Je suis quand même un bon dormeur, tu sais. Moi, j'étais pour dire, tu prends la poupée, tu la fous dans le shredder. Le dernier bon film d'horreur que tu as regardé?
Le dernier bon film d'horreur, et ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Je pense que ça fait trop longtemps que je suis allé au cinéma. Maintenant, je suis plus dans le crime. Ouais. Ouais. Puis, pas de réponse, ouais. Jas. Ouais. Ma dernière question, c'est une question bien simple. Freddy ou Jason? Je pense que j'irais pour Freddy. Yes. Ouais. Excellent choix. Ouais. Ben, c'est tout. C'était Non, mes questions, Raphaël. Jason. Oh, j'ai pas choisi le bon. Freddy est un personnage plus intéressant, en fait, que Jason Ouais, Voorhees. parce que l'autre, il parle pas beaucoup. Hein. Oui, c'est Non, ça. ouais, effectivement. Visuellement intéressant aussi. La plupart du temps, les gens répondent Freddy, en fait. Si on revient un petit peu à Carmina, c'est aussi comme, bon, c'est considéré comme un film culte, c'est comme aussi considéré comme un des premiers films québécois à avoir utilisé des effets spéciaux. Oui. Comment la décision s'est prise, on va y aller à utiliser des effets spéciaux? Ben, il y a toutes sortes d'effets là-dedans. C'est-à-dire que, tu sais, il a fallu être inventif parce que il y a des effets mécaniques, tu sais, puis il y a des affaires que j'ai volées justement un peu toutes sortes de films. Moi, un film que j'ai beaucoup aimé, c'est Histoire de fantômes chinois. Je sais pas si c'est excellent, ça. Oui, que je trouve extraordinaire. Puis, tu sais, la façon qu'il plaçait la caméra pour donner des effets étranges, tu sais. C'est pas le film où ils ont importé le Covid, ça? Non, c'est pas celui-là. C'était pré-Covid. Ouais. Mais fait qu'il y a des trucs là-dedans que je suis allé piger. Le vent autour des vampires tout le temps. Ça, c'est aussi une autre difficulté sur le tournage, puisque le son, évidemment, ça n'avait rien à voir. Puis on envoyait les cheveux qui se promenaient partout. Mais on a fait les costumes en fonction de ça pour que ça vole dans le vent. Alors, tu sais, ça surtout la scène dans l'église quand on joue de l'orgue avec justement Carmina, c'est vraiment excellent. Oui, puis il y a des affaires que j'ai volées à Coppola aussi. Tu sais, les vampires qui sont sur un dolly, on déplace les vampires, puis ils s'avancent, tu sais, comme s'ils flottaient. Ça, c'était mécanique. Évidemment, c'était les premiers effets numériques, et puis la qualité était épouvantable parce qu'on a vraiment carrément ouvert le département d'effets spéciaux. Mais ça l'enlève vraiment rien, par exemple, à la qualité du film. Oui, ben écoute, tu sais, maintenant, aujourd'hui, on est en 4K de définition en vidéo, puis pour faire les effets, ils ont bumpé en PAL, en vidéo PAL, qui ont remis en film. Puis le PAL, je pense, c'est 720. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. 4K, c'est 4000. Ça dépend combien t'en utilises, parce que le PAL pour les vampires, c'est plutôt pas mal, non? Ouais. Ben oui. Tu vois, tantôt on disait que c'était difficile de faire de l'humour, mais on a la preuve ici avec Elzom Blard avec ses blagues qui sont pas très bonnes. Mais... Oh, il est quand même pas payé. Il est pas à l'affût, mais... Écoute, l'improvisation, c'est dur. Mais c'est ça, on a commencé, en fait, des départements d'effets spéciaux. Puis à ce moment-là, c'était beaucoup, tu sais, de l'effaçage. C'était difficile aussi. Je pouvais pas, sur certains plans, je pouvais pas bouger la caméra parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tracking. Tu sais, maintenant, tu peux tracker. Je veux dire, tu peux rajouter des effets en arrière, même si la caméra bouge comme ça. Tu sais, il y a des logiciels qui peuvent tracker l'image. Mais moi, je devais avoir des plans fixes. Tu sais, par exemple, tu parlais de quand Carmina vole dans l'église, il fallait que ce soit un plan fixe. Alors, on faisait des plates, puis on tournait séparément les personnages, puis après, on mettait tout ça ensemble. Alors, oui, j'ai découvert plein de choses. Tu sais, c'est sûr que j'ai débogué le système. Puis suite à Carmina, après, tu as continué à faire des films de genre un peu, mais... c'est pas mal d'horreur, science-fiction, true crime, tu sais. Mais tu as aussi été avec des films comme Ma tante Aline, puis La vie après l'amour, fait que tu as comme jonglé entre les deux. Ben, moi, je suis dans le cinéma de genre. C'est sûr que
mon cinéma, c'est beaucoup ce qu'on m'a demandé de faire. Mais comme j'avais fait avec Carmina, c'est une comédie, pas juste un film d'horreur. Donc, on m'a demandé de faire non, c'est de l'autre bord. La vie après l'amour. La vie après l'amour qui est une comédie, tu sais. Mais oui, c'est des films de genre. J'ai parti une comédie romantique. Ça n'existait pas encore au Québec non plus. Mais tu sais, moi, j'ai été formé aux États-Unis, puis le cinéma de genre, c'est comme leur pain puis leur beurre. Oui. Alors, et je pense que c'est à cause de ça, justement, que c'est bon tes films. Moi, je suis un gars qui est Hollywood au bout. Je suis toujours là pour le cinéma québécois. La preuve, tu sais, je fais du cinéma québécois, mais j'aime beaucoup le style hollywoodien, puis tu le vois justement dans tes films, puis c'est ça, moi, que j'aime de tout ce que tu as fait, là. Spécialement Carmina. Ben oui. Et ben c'est ça, tu sais, aux États-Unis, les réalisateurs, ils se spécialisent, en tout cas anciennement, ils se spécialisaient pas dans un seul genre nécessairement. Tu sais, je sais pas, moi, un gars comme Howard Hawks à l'époque, tu sais, il faisait du western, des films de guerre, des comédies. Puis tout ça, alors, c'était des jobbers, les réalisateurs. Fait que moi, j'ai été éduqué là-dedans, tu sais, donc j'ai un peu importé cette chose-là au Québec parce que on était plus dans le cinéma d'auteur au Québec. Je veux dire, j'adore le cinéma d'auteur, j'aime le cinéma, point, là. Mais effectivement, j'ai fait du cinéma de genre. J'ai fait, tu sais, La peur de l'eau, c'est du policier, mais encore une fois avec de la comédie. Donc, c'est du cinéma de genre. Ça, la peur de l'eau, je tente de voir ce film-là depuis longtemps et je ne le trouve pas nulle part. Il n'est pas sur Éléphant, il n'est pas sur iTunes. Je cherche le DVD. Je m'en vais aux îles de la Madeleine avec la famille dans comme 1 an, 2 ans. Puis là, je veux voir la peur de l'eau. Où est-ce qu'on peut le trouver? Et ça, c'est une bonne question parce que... il avait joué juste au cinéma, est-ce que je me souviens? Il a joué au cinéma, il est sorti en DVD. Mais tu sais, le DVD, ça a comme vieilli tellement rapidement, dans le fond. Je veux dire, un coup que les gens évoluent puis on est rentré en HD, si les distributeurs ils reprennent pas le film puis ils font pas une version HD, et à l'époque, tu sais, on était encore juste à la limite. Mais faudrait le demander. Les plateformes de streaming est un gros problème justement pour le cinéma québécois parce que les médias sont en train de mourir en ce moment. T'sais, on voit la disparition tranquillement des DVD, Blu-ray et même le 4K n'est pas aussi populaire que on aurait aimé. Ce qui fait en sorte que il faut vraiment trouver une place pour le cinéma québécois dans une plateforme de streaming. Toi, tu ferais quoi? Tu as tout à fait raison. Oui. Excuse-moi, je t'ai interrompu, Steve. Non, je m'en allais juste dire, si tu vas sur Éléphant, tu peux avoir beaucoup ils te disent où trouver les films, mais c'est ça encore, La peur de l'eau, il n'y a pas de lien sur Éléphant. En fait, pour te répondre à ça, c'est Remstar qui l'a distribué, puis probablement que tu peux l'avoir au travers de Remstar. Il y a peut-être des copies à trouver, puis si tu le demandes, peut-être qu'ils vont décider de faire une réédition. Une réédition, ce serait le fun. Moi, c'est un film que j'aime, en fait. On les pellicules, puis on remasterise le film. Ouais. 4K, 5 disques avec un petit booklet, une petite carte. Mais c'est un film que j'aime, celui-là. Puis, tu sais, je veux dire, dans les films que j'ai faits, mes préférés, c'est peut-être Carmina 1, le premier, Carmina, puis La peur de l'eau. Tu as été producteur aussi sur le seuil. Tu parlais de ce film de genre. C'était quoi ton rôle sur le seuil? Parce que sur le seuil, il est comme considéré comme, je veux pas dire le film d'horreur québécois, mais tu sais, il y a beaucoup de gens c'est quand même gros. Ça passe à sur le seuil. Fait. Oui. Ben écoute, c'est parce que après, je me suis associé avec Nicole Robert comme producteur chez GoFilm. J'ai tenté de devenir producteur, mais je me suis rendu compte que je préférais la création. Mais j'ai été là, donc, chez GoFilm au moment de
de la naissance de Sur le Seuil, fait que j'ai participé à ça. Mais encore là, Sur le Seuil, on n'avait pas beaucoup de moyens. Puis c'est un film qui est beaucoup dans la narration, c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire plus qu'on voit. Puis c'était un peu une frustration. On aurait aimé, dans le fond, voir plus des aspects horrifiques, alors que là, il y a beaucoup dans le dialogue qu'on suit l'histoire. Puis d'ailleurs, on a vendu les droits aux États-Unis. Et malheureusement, le film ne s'est pas fait. Mais on a vu le scénario qu'ils avaient fait à partir du film. Puis là, tu aurais eu le budget pour voir vraiment les scènes d'horreur dans toute leur splendeur, là. C'est vraiment dommage. Le film, c'est américain, mais c'est vraiment n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, pour le n'importe quoi, on y va. Hein? Ouais. Oui, c'est vrai. La petite chronique n'importe quoi. It's time for n'importe quoi d'horreur, n'importe quoi de peur, n'importe quoi on the road of the terror. Yeah. Ce thème est hilarant toutes les fois. Ça fait en plus parce que là, il y avait un vampire en arrière de Zomblard. Ça marche avec Carmina et tout. Écoute, cette semaine, c'est moi qui ai la chance d'avoir une petite carte blanche pour parler de n'importe quoi. Puis ça a un petit lien avec qu'est-ce que j'ai montré au début que j'avais reçu cette semaine. C'est que je sais pas pourquoi, mais je suis un fan fini des suites de films d'horreur. Fait que tu vois, j'ai Carmina 2, mais je ne peux pas m'empêcher. C'est impossible. Je peux pas avoir un film sans tout avoir les suites, même si je sais que la plupart du temps, si on parle de Ghoulies, des choses comme ça, que les c'est de la grosse merde. c'est souvent pas bon. Les films des années 90, 80, ils font plein de suites. Les Hellraiser, il y en a 10, et justement, j'ai réussi à mettre la main sur le dernier de la série qui me manquait. Puis là, j'ai les 10 films. Puis je suis comme... Ah, là, faut que j'écoute ça. Tu sais, faut que j'écoute. Mais c'est. En plus, tu l'écouteras même peut-être jamais, là, le gars. Ah, c'est vrai, Non, mais c'est vrai qu'en tant que collectionneur, on se retrouve avec des films. Je me suis fait une petite section style club vidéo. Puis je me suis découpé des petits hexagones comme qu'on avait quand on était jeune. On allait avec le vidéo, là, puis si le film était là, il fallait le tirer. Écoute, j'ai passé un après-midi, ma blonde, elle me regardait, puis elle était comme, t'es pathétique, à découper dans du carton, à peinturer ça bleu, à coller ça. Puis là, quand je suis dans mon sous-sol, ben, j'ai comme une section avec le vidéo, puis je sais que toutes les petites affaires bleues, il y en a vraiment beaucoup. C'est des films que j'ai pas vus. Mais les suites, je suis un fan fini des suites. Je sais pas, est-ce que je suis le seul à vraiment aimer regarder des suites, même s'il y en a 5, 6, 7, en sachant que, bon, ça sera pas vraiment bon. Non, là, t'es pas le seul, parce que sinon, il n'en ferait pas, parce que les gens... Mais c'est une chose, hein, en tant que collectionneur, on est complétiste, on veut, tu sais, on achète un film, il va y avoir une suite, puis souvent, ça devient une franchise, puis je veux dire, au final, on se ramasse avec une collection qui prend le 3/4 de notre salon, puis comme Steve dit, on n'a pas vu peut-être 80% des films, ou peut-être 75%, mais je veux dire, au final, c'est quelque chose qu'on a besoin en tant que collectionneur, je pense. Puis c'est drôle que tu dises ça, par exemple, parce que moi, si je commence, mettons, une série, là, même si je le sais que les 5 prochains films, c'est du gros caca, je vais les écouter pareil parce que je sens le besoin de les écouter après. C'est ridicule, là. Gabriel, toi, une série de films d'horreur que tu adores? Puis quand on parle de série, on parle pas de série télé, là, parce que ça serait complètement une autre branche. Mais des films comme, je parlais des Pumpkinhead ou des Ghoulies ou des Sleepaway Camp ou whatever. Ben, moi, je suis plus... high class un peu. J'aime les films à plus gros budget, mais moi, j'ai une série que j'ai trouvée qui ont quand même fait des bonnes suites, c'est les Aliens.
Ah oui. Au moins ça, je veux dire, le 2 déjà était aussi bon que le premier, mais en tout cas. Moi, je trouve que le 2 est meilleur. Meilleur même. Mais en fait, Est-ce qu'on va parler de Prometheus ici ou quoi? Ah, peut-être. Moi, je suis un fan fini des Aliens et des Prédateurs. Je les aime tous, même si je sais qu'il y en a vraiment qui sont vraiment moins bons. Je peux m'asseoir devant la télévision et les regarder. Si ça passe à, je m'en ai pour dire à TQS l'après-midi, mais à V ou quoi que ce soit, ou à TVA, c'est là. Je regarde les Aliens, les Prédateurs. J'adore ces films. En tout cas, moi, je dis que ta blonde est une sainte, là, parce que pour t'organiser ta collection, là, chapeau. Ah non, mais c'est dans le sous-sol. Ma blonde, elle déteste les films d'horreur. Je crois qu'on a regardé 1 ou 2 films d'horreur ensemble, et c'est quand on commençait le début de notre relation, elle voulait être sympathique. On a écouté Wrong Turn 3, qui est extrêmement horrible. Ah, ça doit, horrible. Oui. J'ai vu le 1. Il y a un bout dans Wrong Turn 3 qui ils se promènent, ils s'en vont d'un point A au point B, et quand il y a tout le chemin, il y a un plan de l'intérieur du véhicule où c'est qu'il prend une courbe, et dans genre 3 minutes, tu vois genre 6 fois le même plan de la courbe parce qu'ils n'ont pas fait assez de footage. Anyway, c'est exécrable. C'est à peu près un des seuls films d'horreur que j'ai regardé avec ma blonde. Et attends pareil. Ouais, j'espère. Elle n'a pas le choix. Elle aime pas, elle fait du social, c'est tout. Écoute, Gabriel, si on parle de séries, et là, tu travailles sur des true crime, t'en parlais un petit peu, qui est un sous-genre de l'horreur, en fait, qui est rendu extrêmement populaire. J'ai découvert le true crime vraiment à cause de Making a Murderer. Ça a comme parti. Et ensuite, j'ai regardé un autre true crime qui s'appelle The Jinx, qui est... Allez, tais-toi, tu connais rien en true crime, ok? Moi, je vais te montrer, là, tu vois? Moi, je viens tout droit des enfers. Bon, regarde, Charles Manson, il m'a donné un morceau de son linceul, ok? Moi, je sais ce que c'est les true crime. Les true crime, ok? Je le sais, d'accord? Oui, c'est plus le côté maladif, ça. Mais qu'est-ce qui t'a amené vers ce sous-genre-là, en fait? Ben moi, j'ai toujours une fascination, puis comme bien du monde, là, pour les pages, tu sais, dans les journaux, ça existe quasiment plus, les journaux, là, mais les pages judiciaires où est-ce que tu vois, tu sais, les histoires de meurtre, on a toute une fascination, dans le fond, pour le côté sombre de l'humain, mais c'est la même fascination que pour le cinéma d'horreur, là, c'est vraiment notre côté sombre, et puis, disons, ça, c'est le côté réaliste sombre. Je pense que le crime, des gens qui sont capables de se rendre jusqu'au meurtre, etc. Fait que moi, ça m'a toujours fasciné. Puis bon, j'ai fait une série télé qui est basée sur du true crime, là, qui s'appelle The Detectives, qui est à CBC. C'est lequel ton tueur en série favori, alors? Ma série favorite? Non, ton tueur en série favori. Ah, mon tueur en série, ben, tu sais, c'est un peu dur. Manson, c'est sûr que c'est une histoire fascinante. C'est peut-être le tueur qui a commencé tous les tueurs en série, là. Même si c'est pas lui qui, dans le fond, a tué, mais mais c'est une histoire fascinante parce que c'est une époque fascinante aussi, là. C'est comme la perte de l'innocence de l'Amérique. Mais c'est ça, non, j'ai travaillé sur une série, ça a commencé, ça s'appelait Real Detective, puis c'était pour les États-Unis. Puis on a vendu le concept ici au Canada à CBC qui s'appelle The Detectives. Mais ce qui est fascinant là-dedans, pour moi comme réalisateur, c'est parce que j'ai les dossiers, je peux même entendre des fois les entrevues, les interrogatoires des suspects. Pour imaginer les personnages, comment on va les interpréter, les scénarios. Alors, il y a vraiment, tu rentres dans une histoire qui s'est vraiment passée, puis tu rentres dans la tête de ces criminels-là.
il y a quelque chose de fascinant là, pour nous autres qui sommes dans nos petites maisons bien proprettes et bien organisées. Là. Ça fait différent d'aller aux polices. Oui, ben, quand j'étais jeune, c'est ça, je lisais les Allopolis, puis les Photopolis, puis ce genre de choses-là avec les pages. C'est perturbant, Allopolis. Tu arrivais dans le dépanneur, t'es jeune, tu regardes ça, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, c'est à partir de là ma fascination pour le crime. Parce que dans le fond, tout le monde sait c'est quoi le processus de faire un film, mais c'est quoi le processus de faire un true crime? Comment qu'on décide de l'histoire? Tu disais tantôt que tu avais les dossiers de police, etc. C'est vraiment, ça doit être différent de faire un film. C'est quoi le processus? Oui, mais en fait, moi, j'arrive dans une série télé, j'arrive plus tard dans le processus, puis c'est le producteur avec les scénaristes, là, la maison s'appelle WAM Media. Eux autres, ils cherchent des histoires vraies, des histoires qui ont eu de la résonance, des causes célèbres, en fait. Ils en ont cherché d'abord aux États-Unis pour Real Detective, mais après ça, au Canada. Donc, ils prennent des causes célèbres, des histoires de meurtres qui se sont réellement passées. Et là, ils vont faire une espèce de casting avec les policiers, parce que le concept de cette série-là, c'est que le policier raconte le cas qui l'a plus marqué. Alors, ils font un casting, ils vont rencontrer le policier, puis bon, si le gars est un bon conteur, si l'histoire est bonne, ben ils écrivent un scénario par rapport à ça. Mais il faut dire que tu ne sors pas indemne de ça. Mon producteur, il était plus capable après, je pense qu'il a fait ça pendant 5 ans. À force de se baigner tout le temps dans ces histoires-là. Qui sont vraies, c'est ça. Là. Qui sont vraies. Il était plus capable. Écoute, nous, il faisait une censure. Il nous montrait pas tout. Mais tu sais, tu as les photos des crimes. Tu as les photos des victimes. Ouais. Lui, il voyait tout ça, là. Et puis, tu sais, alors, dans la recherche, ça finit par t'atteindre. Moi j'étais pas exposé à tout. Là. Non, mais je comprends, par exemple, parce que j'en ai écouté dernièrement. Mais, mettons, quand tu écoutes Making of a Murderer ou tu écoutes Don't Fuck with Cats, t'es comme, oh my God, c'est vraiment arrivé, ça, c'est lourd. Puis tu te dis, ça pourrait arriver à n'importe qui. Non. Moi, ça va très bien, très bien. Toi, tu fais probablement partie des tueurs en série, c'est ça. Ceux qui portent un masque, qui ne veut pas qu'on le reconnaisse. Non, c'est ça, hein. Mais en tout cas, c'est un genre qui fascine beaucoup de monde. Puis, très populaire dernièrement. Très populaire, sur Netflix, à ce que j'ai pu voir. Oui, vraiment. Mais c'est le genre de truc que tu t'embarques puis que tu peux pas te rendre compte. Tu peux pas t'imaginer que c'est arrivé. Ouais. Tu sais, je reviens, moi, sur l'exemple de The Jinx. Je sais pas, Gabriel, si tu as vu The Jinx. Non, j'ai pas vu. Qui a été fait par HBO. Je pense que c'est 6 épisodes. Ouais. Si tu regardes, je te conseille, si tu regardes, de ne pas aller lire rien sur l'histoire. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce true crime-là, c'est que la personne qui soupçonne de meurtre est dans le true crime puis est en entrevue. Le Robert Durst, il parle de tout ça. Fait que moi, je regardais ça, puis même je me disais, hey, il va se lever puis il va tuer quelqu'un, il va tuer le caméraman, quoi que ce soit. J'étais stressé à regarder un true crime. La même chose comme celui de Night Stalker qui a sorti dernièrement sur Netflix. Écoute, je regardais ça chez nous, j'étais stressé. J'étais là, oh my God, tu sais, puis fait qu'il y a vraiment une façon de bien faire. C'est un vrai cinéma, en fait, c'est un vrai genre qui est super intéressant pour moi. En fait, j'ai fait un épisode sur lui. Regardons ça. Mais c'est quoi? Ramirez. Va te faire soigner, man. C'est de la poussière qu'il avait dans ses chaussures quand il était dans le cul. C'est longtemps que c'est pas du sang d'une des victimes. Et oui, justement, j'ai fait un épisode qui s'appelle The Riverside Killer dans True Detective qui était le Night Stalker. C'est-à-dire que moi, les émissions qu'on faisait, on faisait une partie fiction, là, une partie scénarisée, mais c'était basé sur ce tueur-là. Sur ce tueur en série-là. Oui.
Vraiment intéressant, ça. On est rendu à notre petite partie de l'émission, c'est que moi j'adore qu'on parle d'anecdotes. T'en as parlé de beaucoup qui s'est passé sur le tournage de Carmina. Je ne sais pas si tu as pensé à l'anecdote que tu vas nous parler dans environ 5 minutes, mais pour l'instant, je vais laisser la parole à Martin qui va nous parler d'une anecdote à propos de, je pense, de Critters 28 qui est arrivé à Fantasia. On parlait de suite tantôt, là, ça c'en est une, Critters Attack. Ouais. Écoute, là, on a Gabriel et nous autres, on parlait de cinéma québécois, mais quand on parle de cinéma d'horreur, que ce soit québécois ou que ce soit à travers le monde, on doit penser au Festival Fantasia à Montréal. Gabriel, je ne sais pas si Carmina avait passé à Fantasia à ce moment-là. Est-ce que Fantasia existait à ce moment-là? Non, mais ils ont fait une édition spéciale il n'y a pas très longtemps de Carmina. Ils ont fait une présentation spéciale, justement. Et voilà. Donc, moi, qui est un fan justement de Fantasia, j'étais en vacances pendant ce temps-là. C'était, je crois, en 2019. Et j'étais avec ma fille, j'étais avec ma femme. Puis moi, j'avais déjà acheté des billets pour aller voir Critters Attack. Et j'étais pour y aller tout seul, parce que c'était le seul film que je pouvais aller voir à Fantasia. Toutefois, ma fille, qui est une fille qui insiste énormément, et à ce moment-là, elle avait 6 ans, m'a demandé d'aller voir Critters Attack. Pour t'informer, Gabrielle, ma fille est comme moi, est devenue une grande fan de films d'horreur parce qu'elle a commencé à l'âge de 4 ans avec les films de Universal Monsters. Parce que je voulais pas y montrer quelque chose qui était trop élevé. J'ai dit, je vais commencer avec les Universal Monsters et on va y aller graduellement. C'est comme ça que ça commence les tueurs en série, a priori, hein? Si c'est de même ça commencerait, on serait tous ici des tueurs en série. Donc, elle n'arrêtait pas de m'achaler. Je veux aller voir un film avec papa. Je veux aller voir un film avec papa. Puis là, je suis comme, bidoune, tu peux pas. Puis il y avait quelqu'un qui était à côté, dans les organisateurs de Fantasia. J'ai dit, regarde, on va aller demander à la madame, puis elle va te dire que t'as pas le droit. So, j'arrive avec la madame, avec ma petite fille, et je dis, madame, est-ce que les enfants ont le droit d'aller voir des films d'horreur? La madame répond, oui, il n'y a pas de problème. Jusqu'à... OK. Je souhaitais que la madame dise non, en fait. Exact, parce que je voulais pas, tu sais... Il y a la partie horreur qui est OK, tu sais, c'est peut-être un petit peu trop, puis tu as aussi la partie où tu vas te faire juger par tout le monde qui est dans la salle. So, la madame est partie, elle était chercher un billet gratuit et il a donné. Je lui ai dit merci, semblant dire là tu viens de me causer peut-être un problème. Je prends ma fille de 6 ans dans mes bras et je m'en vais dans la salle qui était en passant pleine à craquer. Donc tout le monde me regardait avec ma fille qui était prête à écouter Critters Attack. Je ne suis pas un mauvais père en passant. Elle est correcte, elle aime vraiment ça. Et pour la première fois, on a écouté des films d'horreur avec un film à Fantasia de Critters avec ma fille. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'on est sorti et elle a demandé de prendre une photo avec les acteurs et le réalisateur. Je ne sais pas si Zomblard a les photos. Ça, c'est la photo qu'on a prise avec eux autres. Et après ça, comme on peut voir sur cette photo-là, moi, je suis un photographe et Gabriel m'a demandé de faire un photoshoot avec le Critters. Et c'est drôle parce que cette photo-là a fait le tour des médias sociaux parce que le réalisateur a vu la photo. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé en montrant la photo qui avait été prise à Fantasia et le réalisateur a partagé ça à tout le monde. Ça, c'est mon anecdote. Je suis pas nécessairement entièrement fier en tant que papa et sa fille de 6 ans. Le mauvais père a fait le tour des réseaux sociaux. Ouais, non, c'est ça. Moi, je me rappelle, j'étais dans la salle, puis je voyais les gens, comment ils vous regardaient. Jasmin aussi, c'était là, genre, mais voyons donc, il est débile. C'était très drôle. Ce qui est très drôle aussi, c'est, étant assis en arrière de Martin et la petite, d'entendre la petite
crier et applaudir quand quelqu'un mourait dans le film. Ou, tu sais, vraiment, tu vois qu'elle avait vraiment un enthousiasme envers le film, qu'elle appréciait ce qu'elle voyait. Tu sais, je veux dire, moi, étant un grand fan du film du Festival de Fantasia, avoir eu la chance de vivre une expérience aussi jeune, peut-être que ça ne serait pas arrivé, mais je veux dire, ça doit être quand même, c'est clair que la petite va s'en rappeler pour toute sa vie. Là. Je veux dire, c'est une expérience, c'est un once in a lifetime là, de voir un film de Fantasia à cet âge-là. Là. Un film d'horreur en plus. Je n'ai même pas vu qui l'a fait d'autre. Et du coup, Gabriel, toi, t'as pas une bonne anecdote bien sauvage à nous raconter? Sauvage, je sais pas. Déjà, je vous ai raconté des anecdotes de tournage, mais parlant de Fantasia, ça me fait penser à une anecdote parce que effectivement, Carmina est sorti l'année où Fantasia commençait. Donc, on n'a pas pu faire Fantasia. En fait, j'ai rencontré le fondateur de Fantasia au Festival de films fantastiques de Bruxelles, où est-ce qu'on était en compétition, le Fantasfest. Puis, écoute, c'est un public extraordinaire, un peu comme à Fantasia, un public de fans, là, genre que tu peux voir au Rocky Horror Picture Show. Puis, j'attendais, Yves Pelletier était venu me rejoindre, puis moi, j'étais allé voir les films avant, puis chaque fois que quelqu'un arrivait en retard, puis ouvrait la porte pour rentrer dans la salle, puis ça faisait de la lumière, toute la salle criait « La porte! » Alors, vous me voyez venir si vous connaissez le film. J'ai dit à Yves, j'ai dit check bien ça, ça va être extraordinaire. Je pense qu'on va faire un hit. D'abord, les Bruxellois, c'est les Belges, sont comme les Québécois. Ils riaient tout le long du film. Ça marchait à fond la caisse. Puis là, arrive la scène où est-ce que Diane Lavallée arrive pour mettre quelque chose dans le congélateur, puis elle ouvre le congélateur. Là, elle ouvre, puis là, Yves Pelletier est là, qui crie « La porte! » Écoute, la salle, c'est parti, là, en malade, là, les cris, tout le monde s'est levé. En même temps, c'était la folie furieuse. Écoute, on a fait un hit, là, extraordinaire. Là. C'était adresser les cheveux sur la tête. C'est un moment clé du film. En plus, c'est un des plus gros gags du film, puis là, en plus, c'est comme si on l'avait écrit pour eux autres. Là. En tout cas, bref, on a gagné d'ailleurs à Bruxelles. Là. Je ne sais pas si. Pour de bonnes causes. On a gagné 2 prix pour le film le plus populaire, en fait, justement, entre autres. Fait que ça a été un hit. J'ai été à Bruxelles. Moi, j'ai été au BIF, au Bruxelles International Fantastic Film Festival. Je ne sais pas si on parle du même. Vraiment, on parle du même, oui, à Bruxelles. Ouais. Moi, j'avais été là avec Jarrett Mann du Festival Space, mais on avait été invités. Et la première fois qu'on s'est assis dans la salle et que on a vu la réaction des gens, on se disait « My God, mais où est-ce qu'on est? » Ils ont tout leur, tu sais, tu parles de la porte, mais ils ont tout leur petit truc. S'il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un dans You. Puis, puis à chaque fois qu'il y a une lune, tout le monde crie comme un loup. Oui. Mais la meilleure, c'est quand il y a un personnage qui cherche un personnage et qui dit comme où es-tu? Tout le monde crie dans ton cul! On était là, wow! Oui, non, c'est tout vraiment là, chorégraphié leur affaire. Tu sais, c'est un des plus vieux publics de cinéma d'horreur, puis un des plus vieux festivals. Là, fait que, comme interactif un peu. Hein. Oui. Écoute, ça me fait penser comme à Fantasia quand tu commences à miauler avec le film. Oui. Très semblable. Il nous reste une grosse minute pour finir ce merveilleux moment. Écoute, Gabriel, je veux juste te remercier. Merci. Parce que moi, je me suis fait vraiment du fun à entendre les anecdotes. Ah oui. Parlant d'anecdotes, je me suis rendu compte qu'on a un point en commun. Tu as travaillé sur Bob Gratton, Ma vie, My Life.
Ouais. J'ai monté des autopromos pour la télévision pour ce show-là il y a vraiment longtemps. C'est comme juste très drôle, une petite anecdote. Mais écoute, merci vraiment beaucoup d'être venu sur le show. Merci Martin, merci Jas. Je dirais pas merci à Alexandre Blard parce qu'il moi non plus, je te dis pas merci. Par contre, je dis un grand merci à Gabriel. Et quand est-ce que tu nous fais Carmina 3? Hein? Ça s'en vient. En fait, Yves Pelletier est en train d'écrire, mais ça va prendre du temps, là, mais il y a quelque chose en écriture. Ça va tu viens de nous donner une bonne nouvelle. C'est pour ceux qui aiment les suites. C'est pour ceux qui aiment les suites. Voilà, c'est tout fait pour moi. C'est pour toi. Ben, c'est parfait. Merci Gabriel, merci à tout le monde, merci aux bières philosophales. Trouvez-nous, on est sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Facebook, je fais de l'autopromotion, le Balado Québec. Ben, allez sur Balado Québec. Partout. Puis de Balado Québec, trouvez-nous partout. Fait que merci beaucoup. Donc voilà, ça nous fait un grand plaisir de nous avoir et on se revoit la semaine prochaine. Bye. Bye.